Bonjour à tous, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes pour prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec mes 2 chaises, ma table et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à l'Abesco pour rencontrer Emeline, maraîchère bio. Après avoir passé 7 ans à Paris, à la Fondation Nicolas Hulot, Emeline a trouvé que son travail n'avait pas assez d'impact sur la transition écologique et agricole. Elle a donc pris son courage à 2 mains et a lancé sa reconversion en tant que maraîchère. C'est parti, partons à sa rencontre. Bonjour Emeline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Je vais avec grand démarrer plaisir. par la première question. Est-ce que tu veux un thé ou un café? Un thé avec plaisir. Allez, je t'ai fait un petit verveine citron miel. Oh parfait. Tu m'en diras des Avec nouvelles. la fraîcheur et tout là, ça va être juste le thé parfait. Alors dans la lignée, à quelle heure tu prends ton premier café le matin? En fait pas avant la pause de 10h parce que on commence à 8h en ce moment dans les champs. Donc je me lève et le matin j'ai plutôt me faire un thé justement chez moi, tranquillou. Et après à la pause avec les collègues, je me fais mon premier petit café de la journée. Ok. Et le premier thé le matin, tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends? Tu es du genre réveillé, pas réveillé, optimiste sur la journée? J'aime bien prendre un peu mon temps le matin. J'ai mes chats qui sont là, il est sur mes genoux, donc je regarde les champs, la température qu'il fait à peu près dehors et voilà, je suis tranquille et c'est le réveil en douceur. Top. Je te propose de rentrer dans la première rubrique. Tu pourrais nous décrire ton exploitation, votre activité, Oui. quel type de légumes vous faites? Donc en fait, David, il a acheté ce terrain courant début 2017 et il y a 2 hectares en tout. Donc on a à peu près 7000 m² qui sont cultivés et dans cette surface cultivée, on a 1300 m² de serre. Donc on fait ce qu'on appelle du maraîchage diversifié, on est certifié en agriculture biologique et nous on travaille selon les techniques du maraîchage sur sol vivant. Et donc vraiment le sol, les vers de terre et toute la vie du sol, ce sont nos enfants, nos petits bijoux qu'on chouchoute. On ne va pas labourer en profondeur, on va apporter de la matière organique dans les sols et vraiment voilà, on va faire en sorte que le sol soit vivant pour que les plantes se nourrissent dedans. Et on ne va pas venir en infirmière, venir perfuser les plantes, c'est vraiment le sol qui fait ce rôle nourricier pour nos plantes. Aussi dans cette idée de diversification et d'intégrer le maraîchage dans un écosystème, David, quand il s'est installé, il a planté une 50aine d'arbres fruitiers. Donc pour à la fois créer un paysage agréable, pour avoir des fruits à terme, ça a créé aussi des zones pour répartir les vents. Ça va limiter les vents forts parce que l'ouest est de ce côté, donc on a les vents forts d'ouest, donc ça va être bien à terme avec les arbres d'avoir un peu un microclimat, ça attire les oiseaux qui vont manger les insectes et les chenilles qui viennent sur nos choux. Donc l'idée c'est vraiment de recréer un écosystème et que les équilibres naturels se refassent. On intervient un peu au début, mais l'idée ensuite c'est de laisser faire les choses. Et alors, quel a été le déclic pour toi de devenir maraîchère? En fait, après avoir travaillé à soutenir des projets, voir des super choses se faire, moi je me suis dit qu'est-ce que je fais vraiment, quoi. Puis surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la transition. À la Fondation Nicolas Hulot, tu faisais ces projets à Paris? Oui, à la Fondation Nicolas Hulot. Donc j'avais quand même l'impression de faire ma part et d'accompagner des gens et avoir un métier utile. Et tous les matins, je me levais, je me disais mon bon boulot, il est génial, quoi. Mais c'était pas moi qui faisais. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et j'avais eu la chance de rencontrer Maxime de Rossolan par l'intermédiaire de la Fondation Nicolas Hulot. Et Maxime, c'est le fondateur de Ferme d'Avenir et de la plateforme de financement participatif Bluebees. Et il était passé aussi par une reconversion. Donc je l'avais appelé, je lui avais dit, bon, j'aimerais me lancer, mais comment je fais? Moi, ma formation d'ingénieur agronome, elle ne m'apprenait pas à cultiver 50 légumes différents toute l'année en bio. Puis il y a la théorie, il y a la pratique. Exactement. Donc moi, je voulais vraiment repasser par la case formation parce que j'ai pas du tout un tempérament d'entrepreneur. Donc j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre.
mais j'ai besoin d'être rassurée, d'avoir un peu voilà, les bonnes conditions, des filets de sécurité, tout ça. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup de tapis financiers en recours, donc je voulais vraiment m'installer de manière sereine. Et puis le temps d'identifier la bonne formation, finalement j'ai quitté la Fondation Nicolas Hulot en septembre 2017. Donc j'ai fait 6 mois de formation, j'ai pu découvrir différentes exploitations maraîchères. Le maraîchage parce que j'aurais pu oui, parce que passer d'une vie parisienne au maraîchage, oui. Le gap il paraît mais incommensurable. Bah oui, le maraîchage ça n'a pas été le premier projet. Quand après avoir vu Demain, on s'est dit bah pourquoi pas l'agriculture. Moi j'avais fait des stages en élevage, mais on n'avait pas de parents, de famille qui avaient d'un élevage à reprendre et ça faisait quand même un peu peur. Ouais, partir de zéro en élevage, c'est en termes d'investissement financier, de responsabilité. De contraintes aussi, hein, parce que l'élevage, c'est le jour sur 7, enfin, quand on a des bêtes à traire ou à nourrir. Et en voyant la réalité, ça t'a conforté ou parce que t'aurais pu te dire c'est difficile parce que le maraîchage, on va en parler, c'est un des métiers de l'agriculture qui a l'air le plus dur. Ça t'a pas fait peur? Bah en fait, moi déjà, je suis quelqu'un d'assez sportive. Je faisais beaucoup d'équitation, beaucoup de footing, donc j'ai aimé avoir un métier où je me dépensais. J'avais passé 7 ans en bureau à Paris, donc j'étais contente d'être dehors, en plein air. Et je suis quelqu'un d'un peu speed aussi, quoi. J'aime toujours faire plein de choses tout le temps. Et donc Aurore, ma patronne, avait vraiment ce rythme-là. Donc j'ai aimé en fait être dans son sillon, dans son dynamisme. Et c'était en plein mois de juillet. Donc au pic de la saison où c'est dur, il fait chaud, on travaille beaucoup. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interventions à faire sur les légumes, le désherbage. Et elle me dit bon, ça va, on te dégoûte pas trop. Je lui dis bah non, en fait, figure-toi que je pense que vraiment là, je sens que je veux m'installer, quoi. Je suis convaincue d'avoir trouvé ma place, de vouloir faire ça. Maintenant, il faut que je trouve le bon endroit où m'installer. Et, donc ouais, non, ça a été finalement assez rapide, quoi. Moi, je voulais m'associer avec quelqu'un qui avait cette vision pragmatique du métier, réaliste et qui veuille en vivre. Parce que c'est ça aussi, il y a pas mal de gens des fois qui se reconvertissent, qui disent « Oui, non mais c'est pour mon autonomie alimentaire et puis non mais moi le RSA ça me suffit ». Moi j'étais non en fait, c'est un boulot… je suis ingénieure à Grenoble, je me suis fermée, j'ai un peu d'expérience dans le maraîchage, je veux faire ce boulot pour en vivre. Alors pas des milliers et des cents, je sais bien que je gagnerai jamais ce que j'avais avant, mais pour autant je veux en vivre, je veux pouvoir élever une famille. Et donc pour moi c'était hyper important, oui, que la personne avec qui je m'installe soit carrée et réaliste en fait sur le métier. Avec David, mon associé, a eu les mots justes. Je pense que quand on s'est rencontré avec David, on s'est rencontrés au bon moment pour nous deux, quoi. Si on s'était rencontrés 2 ans avant, moi j'aurais pas eu cette expérience de collectif. J'aurais peut-être moins su comment dire ce que je voulais pas, mes impondérables et tout ça. Et lui pareil aussi, il avait fait 4 ans d'installation seul, à monter l'exploitation, monter sa maison. Et donc là, il avait besoin de se réouvrir et c'était aussi le bon moment pour lui, quoi. Donc non, le temps, quand on se lance dans un métier qui prend du temps, c'est dommage de vouloir brûler les étapes. Ça fait 1 an que tu es installée ici. C'était du courage ou de l'inconscience maintenant, avec du recul, de se lancer comme ça? Du courage, ça c'est clair qu'il en faut. De l'inconscience, non, parce que j'ai pas d'enfant, donc j'engageais pas une famille derrière ce projet. J'avais pas de crédit immobilier. Enfin voilà, j'ai pris le temps de faire ma formation, de me faire de l'expérience. Donc non, c'était pas l'inconscience, mais du courage, oui, parce que c'est vrai que le statut de salarié, il a des inconvénients, mais il a aussi beaucoup d'avantages. Qu'on apprécie une fois qu'on a quitté le statut de salarié. Oui. Déjà, alors on parle de la reconversion professionnelle, mais il y a aussi la reconversion citadine rurale. J'ai grandi à la campagne, donc j'aime être à la campagne, le calme et tout ça, mais j'ai vécu à Paris, à Bordeaux, j'allais beaucoup en concert, je sortais beaucoup.
Les dernières années sur Bordeaux, j'étais en coloc, donc j'avais aussi une vie sociale assez dense, assez riche. Dans les difficultés, je pense aussi de la reconversion, c'est de bien se connaître. Parce qu'on peut avoir des supposés, j'ai envie de vivre dans la nature, j'ai envie d'avoir un métier utile. On peut l'idéaliser aussi. D'ailleurs, c'est très d'actualité ce thème parce que beaucoup de gens sont en train de quitter les villes pour venir dans les campagnes. Mais il faut se rendre compte, c'est difficile aussi de se rendre compte qu'est-ce que ça représente vraiment au quotidien. Ouais, clairement. Et c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais presque mis 6 ans à m'installer parce que le déclic, ça a été avril 2016 avec Demain. Et là, avec David, on va créer notre société agricole en janvier 2022, donc j'aurais presque mis 6 ans. Et je vais passer à la rubrique de la question qui pique. C'est que, en fait, on oppose souvent environnement et agriculture, écologie et agriculture. Tu viens de la Fondation Nicolas Hulot, aujourd'hui tu es agricultrice et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la question. Est-ce que finalement ces deux notions elles sont vraiment opposées ou est-ce que c'est la société, notamment les médias qui ont fabriqué cette opposition? C'est quoi ton regard là-dessus? Franchement c'était hyper intéressant et quand j'ai commencé à dire que j'allais me reconvertir dans le maraîchage, quelqu'un m'a dit, proche de la Fondation, enfin quelqu'un de la Fondation qui va aller sur le terrain et qui va savoir de quoi il parle. Ok, parce que c'est vrai qu'on a cette mission la Fondation a cette mission de plaidoyer, de lobby, et donc notamment sur les questions agricoles, intervient beaucoup sur le glyphosate et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'étais à la Fondation Nicolas Hulot, même si je travaillais pas sur les questions agricoles, j'étais quand même beaucoup dans cette ambiance de il faut faire ça, faut arrêter ça, faut faire comme ça, bon, moi, je ne savais pas toujours. J'ai bossé un peu sur la question des OGM quand même, avant de partir de la Fondation. Pareil, les OGM, faut pas, tout ça. Donc, je suis passée de Yaka Faucon à allez, comment on fait quoi. Et typiquement, là où j'ai été ouvrière agricole, ils sont en bio sur 10 hectares. Et la question de l'enherbement en bio, c'est le nerf de la guerre, quoi. Comment tu gères l'herbe si tu peux pas utiliser d'herbicides et de Roundup, voilà. Et que c'est dur de trouver de la main d'œuvre au-delà du fait que ça coûte cher. Plus, en tout cas, moi, j'ai pas très envie d'aller désherber à genoux au sol. Exactement. Donc là, déjà, j'ai vu les difficultés techniques par rapport à la gestion de l'herbe. Alors, il y a toujours moyen de faire, mais bon, c'est d'autres équipements, il faut être formé, Donc là, je me suis dit, oui, c'est pas si simple. Après, en effet, sur tout ce qui est les ravageurs des cultures. En bio, comme je disais tout à l'heure, c'est l'observation anticipée, c'est hyper essentiel parce qu'après, une fois que tu as des maladies ou des ravageurs, tu as encore assez peu de recherche et développement et d'alternatives aux produits chimiques. Donc, soit tu vas ramasser à la main tes larves de doryphore. Donc, des fois, on le fait, mais bon, c'est toujours en plein été quand il y a beaucoup de boulot et tout ça. Donc je me suis dit quand même, c'est compliqué. Puis après, sur des axes de lobby politique, c'est quelque chose de très macro. L'autre fois, j'ai recroisé un collègue de la Fondation, il me dit « Ah oui, je voulais solliciter sur les mesures miroirs. » J'ai dit « Quoi J'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et c'est le fait, ils veulent que les produits étrangers, quand ils sont importés en Europe, qu'ils soient soumis aux mêmes normes environnementales que les produits européens. Alors il faut ça parce que c'est pour préserver aussi nos cultures, les gens qui travaillent bien en Europe et tout ça. Mais moi ça me paraît maintenant complètement déconnecté. Je suis vraiment plus dans l'approche agir au local, essayer avec mon réseau paysan de mutualiser du matériel pour faire du désherbage mécanique, de s'échanger des semences, des bonnes techniques et tout ça. Et puis alors la question du plastique par exemple. Moi quand j'ai commencé à envisager ma reconversion, à rencontrer pas mal de gens, j'étais faut pas de plastique, faut pas de bâche en plastique, le plastique c'est moche, c'est mauvais, c'est polluant. Et comme ma bonne parisienne, ingénieure de base, j'arrivais dans des fermes, je disais mais alors vous avez du plastique et puis là tous les godets pour les cultures, tout ça c'est du plastique. Et on me regardait d'un coin de l'œil, mais en fait il y a pas beaucoup d'autres alternatives, quoi. C'est compliqué. Et puis oui, t'as des godets de semis en fibre de coco, mais est-ce que tu vois des cocotiers à côté de chez moi? Enfin, c'est pas non plus complètement cohérent. Certes, c'est pas du pétrole, mais je te propose qu'on passe à notre dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Waouh. Donc je t'ai amené 3 boîtes. Ouais. Tu vas en choisir une. Ok.
Et il y aura un mot dedans. Je t'expliquerai ce que tu auras à nous faire. Oh là là. Je pose la boîte. C'est pas le défi. Non, c'est rien de méchant. Pour l'instant, j'y suis allée soft. Bon, je vais au milieu parce qu'on disait qu'il fallait pas être dans les extrêmes. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? L'anecdote. Parfait. Et ben, je te laisse nous raconter une anecdote qui te vient à l'esprit. Par rapport à moi, ma reconversion? Ouais. Ok. Quand j'ai quitté la fondation en septembre 2017, j'étais pas persuadée que j'allais m'installer, mais je savais que c'était une étape de ma vie, un changement, un retour à la campagne, enfin voilà. Et je m'étais dit, j'ai envie de le marquer quelque part pour que même si un jour je vais pas au bout de mon installation, ça reste quand même ce passage dans ma vie. Et j'aime bien les tatouages. Et du coup, je me suis dit, je veux me faire tatouer quelque chose en rapport avec le maraîchage et ma reconversion. Et donc, je cherchais un peu ce que je pourrais me faire tatouer. J'aimais les épinards beaucoup, mais je trouvais que c'était pas forcément esthétique. Et puis, tous les maraîchers que j'avais rencontrés me disaient que la tomate, c'était vraiment le légume phare du maraîcher. T'es pas un bon maraîcher si tu ne fais pas de tomates. Donc, je me suis dit, je vais me faire tatouer des tomates. Et du coup, j'ai passé le cap. La tatoueuse que j'ai sollicitée, je lui ai dit, j'aimerais me faire tatouer des tomates. Hein? Mais j'ai jamais fait ça, n'importe quoi. Et donc, j'ai sur le bras je sais pas si des tu tomates. peux montrer à la caméra. Et pour Alors, ceux qui écoutent le podcast, je mettrai des photos sur le compte. Et puis, il y a une petite abeille aussi parce que quand même mon amour de la biodiversité et mon souhait de vouloir justement lier biodiversité, agriculture, je voulais qu'elle soit là parce qu'on peut pas faire sans les insectes qui pollinisent. Et donc voilà. C'est un métier que tu as dans la peau maintenant alors. Ah, exactement, ouais. Et puis on sait pas, faut jamais dire jamais, je serai peut-être pas maraîchère toute ma vie, mais en tout cas ça aurait été une étape tellement importante dans ma vie, dans ma construction, de trouver ma place et d'être bien dans ce métier que voilà, je voulais qu'il soit là tout le temps, que j'y pense de temps en temps. Et... Toi quand tu fais des trucs, tu les fais à fond. Tu fais pas semblant. Et on ira voir tout ça. Merci beaucoup Emeline pour ton accueil. Avec plaisir.